Glasgow et Édimbourg sont distantes d'environ 70 km. Il nous a fallu un peu moins d'une heure pour parcourir la distance à bord du ScotRail. Le soleil fait son retour aujourd'hui. Malgré cela, la fraîcheur est au rendez-vous à notre arrivée à Édimbourg. Bon les amis, vous voyez ce joli stade là derrière moi? Eh bien c'est tout simplement le stade de rugby de Murrayfield à Édimbourg, capitale de l'Écosse. Un stade mythique évidemment pour les rencontres qui s'y déroulent chaque année dans le cadre du tournoi Destination. Et eh bien nous sommes à Édimbourg depuis ce mercredi 17 août. On est arrivé avec Johanna en fait en début d'après-midi. Et nous avons pris possession de notre location, rue Watson Crescent, pas très loin du centre-ville en fait, à environ 20-25 minutes à pied. Et donc nous avons décidé d'explorer en cette fin d'après-midi le quartier de Murrayfield, puisque nous sommes vraiment pas très loin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc une petite impression de cette arrivée à Édimbourg. Et puis demain, nous ferons la suite de notre petit périple de 3 jours ici, dans la capitale écossaise, avec notamment la visite du vieux château, dans Old Town, et puis tout un tas d'excursions autour. Voilà, mais bon, je vous en dirai un petit peu plus demain et dans les jours à venir. La vieille ville d'Édimbourg a conservé en grande partie son organisation médiévale. Du château au palais de Holyrood, il n'y a qu'1,6 km. Voici la rue très pittoresque de Victoria Street et ses façades colorées dans Old Town, juste avant Royal Mill. Grande artère piétonne de la ville, Royal Mill regorge d'artistes de rue qui s'y produisent devant les touristes, à commencer par les incontournables joueurs de cornemuse. Ils contribuent à créer une ambiance joyeuse et animée. Parmi les curiosités à voir, il y a la cathédrale Saint-Gilles, une vaste église presbytérienne dont la construction date du XIIe siècle. Détruite par un incendie en 1385, elle fut reconstruite au cours du XVe siècle. Au milieu du XVe, à l'apogée de la réforme écossaise, le conseil d'Édimbourg installa John Knox comme prêtre. Ce proche de Jean Calvin y est enterré en 1572.
Édimbourg a été édifié sur d'anciennes collines volcaniques qui entourent la ville et dont la plus emblématique est Arthur Seat, que nous gravirons samedi. Pour relier le centre-ville depuis notre location, nous avons croisé des péniches le long d'Union Canal qui permet en toute facilité de rejoindre Old Town. Édimbourg est aussi la ville natale de l'écrivain Arthur Conan Doyle, qui a vu le jour en 1859. L'inventeur des aventures du célèbre détective Sherlock Holmes est célébré près de York Place, avec un pub à son nom et aussi une statue, provisoirement enlevée en raison des travaux de prolongation de la ligne du tramway. On termine la journée sur Calton Hill. Cette colline offre une vue magnifique sur la vieille ville d'un côté et la mer de l'autre. On y trouve le monument national d'Écosse qui fait penser à un temple romain. Il se veut un hommage à la mémoire des soldats tombés au combat lors des guerres napoléoniennes. Calton Hill compte également l'Observatoire d'Édimbourg et le Robert Burns Monument, dédié au grand poète écossais surnommé Rabbie. Et alors, comme à chaque fois, bien sûr, depuis que l'on est en Écosse, nous prenons une petite collation. Et alors, qu'est-ce qu'on a mangé, Johanna, cet après-midi? On a mangé 2 sandwich club de chez Mark & Spencer, un BLT, c'est-à-dire bacon, salade de tomates et avec une bonne sauce. Et après, toi, t'as pris autre chose? Moi, j'ai pris un sandwich au cheddar, au poulet, et avec une petite sauce légèrement piquante et acidulée, sucrée, qui était très très bonne. Et puis on a mangé donc des chips aussi. Ouais. Au cheddar, au fromage, et aussi à l'oignon rouge, red onion. Voilà, ben écoutez, on vous quitte là-dessus pour aujourd'hui, et ciao, on vous dit à demain. Édimbourg possède un port au nord dans le quartier de Leith, à l'embouchure de la rivière du même nom. On peut y voir le Britannia, l'ancien yacht de la famille royale britannique pendant plus de 40 ans, amarré au quai jouxtant le centre commercial d'Ocean Terminal. C'est notre visite du jour. Alors en fait, on voit tous les bateaux de la ligne royale, tous ceux qui ont été utilisés. Le Britannia est l'un des lieux les plus prisés de Grande-Bretagne. La visite débute par des panneaux explicatifs sur la riche histoire de ce navire de luxe, sorte d'ambassade flottante au temps de sa gloire, puisqu'il accueillait aussi des chefs d'État comme Boris Yeltsin, Ronald Reagan, Bill Clinton ou encore Nelson Mandela. Winston Churchill y a aussi séjourné. Le Britannia a été inauguré le 16 mars 1953. Ce navire, devenu musée, long de 127 mètres, a navigué jusqu'en 1997. Il pouvait accueillir 200 passagers à bord, une vingtaine d'officiers et 270 marins y vivaient lors des traversées.
En 44 ans d'activité, il a effectué pas moins de 968 voyages sur toutes les mers du monde, avec la reine ou un membre de la famille royale. La visite du Britannia se fait par niveau. D'abord sur le pont supérieur, le bateau en compte 5. D'autres représentants importants. On y trouve les appartements de l'amiral et du commandant du bateau, ainsi que de son second. Dernier d'une longue lignée de 83 yachts royaux, commencé en 1680 sous Charles II, le Britannia a été construit par les chantiers John Brown & Company à Clydebank en Écosse. En 1956, le prince Philippe l'utilise pour se rendre aux Jeux Olympiques de Melbourne en Australie. Le Britannia pouvait emporter à bord 330 tonnes de fuel pour le combustible, des moteurs, mais pour de très longs voyages jusqu'à 490 tonnes. On pouvait y stocker également près de 120 tonnes d'eau douce. Quant aux officiers fidèles à l'élégance légendaire britannique et garants de l'exemplarité, ils pouvaient changer jusqu'à 6 fois d'uniforme par jour grâce à une blanchisserie permanente à bord. Même la Range Rover de la reine, qu'elle adorait conduire, pouvait être embarquée et garée dans un garage prévu à cet effet. Ils ont dit qu'il y a 10... Ils dit quoi? 10 bateaux et machin. Ah oui. Ils ont dit qu'il y a 10 bateaux et 18 canots de sauvetage et ça pouvait réunir plus de personnes qu'un navire de guerre. Sur le bateau, ils sont divisés par le grand mât. Il y a la première partie là-bas, c'est la partie fonctionnelle où il y a les officiers et les stewards qui logent et tout. Il y en a 220. Et de l'autre partie, c'est tous les appartements de la famille royale et ils sont 45. Voici les appartements de la reine. Élisabeth avait choisi elle-même le nom du yacht qui vient en 1953 en remplacement du Victoria et Albert Yacht lancé en 1898. Dès le départ, elle s'est beaucoup impliquée dans la décoration du navire, travaillant de près avec l'architecte d'intérieur Hugh Casson. Elle intervient dans le choix des tissus, des fauteuils et canapés aux motifs floraux qui évoquent davantage un univers campagnard que maritime. Il faut considérer le navire comme une authentique résidence royale à double fonction. C'est à la fois en effet
un lieu de villégiature pour la famille et un moyen de transport pour des voyages officiels dans les territoires les plus reculés du Commonwealth. Le Salon d'État a vu défiler en plus de 4 décennies les plus prestigieux hôtes de la planète. C'est d'ailleurs l'une des pièces les plus belles du Britannia. La reine et le duc d'Édimbourg y recevaient toujours avec décorum et l'on y servait des plats préparés par les meilleurs chefs du royaume. Dans cette société très hiérarchisée qu'est la vie d'un bateau militaire, les sous-officiers ont aussi un mess dédié à proximité des chambrées. Le salon des sous-officiers est simple mais convivial, avec toujours à proximité une peluche de Corgis, le chien royal, présent dans chaque pièce du bateau, un clin d'œil à la race de chien préférée d'Élisabeth II. La reine d'Angleterre en a possédé plus de 30 au cours de sa vie. Rien ne manque à bord du Britannia, pas même un bureau de poste. Pour les sous-officiers comme pour les hommes d'équipage, le dortoir collectif de 6 à 12 lits s'impose à tous. À chacun de définir son territoire et de personnaliser au mieux son armoire ou les abords de sa couchette. La visite s'achève. Si vous venez à Édimbourg, la découverte en audio-guide du Britannia est un incontournable à ne louper sous aucun prétexte. Nous allons finir la journée à quelques encablures d'Ocean Terminal, au bord du minuscule port de pêche de New Haven, gardé par son phare blanc, ses bateaux colorés et sa présence très envahissante de goélands en quête incessante de nourriture.
direction Easter Road, le stade d'Hibernian, l'un des deux clubs avec Heart of Midlothian que compte Édimbourg. Ce samedi, les Hibs jouent face aux Glasgow Rangers à 13h30 pour le compte de la 4e journée du championnat d'Écosse. On tombe en plein dans la cohue avec les supporters. Easter Road peut accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs. Le Hibernian Football Club a été sacré à 4 reprises champion d'Écosse dans son histoire, mais la dernière fois remonte déjà à 70 ans. C'était en effet en 1952. L'an passé, les Verts ont fini 8e, très loin du Celtic, sacré champion d'Écosse. Fondé par des Irlandais en 1875, Hibernian tire son nom du mot latin Hibernia, qui signifie Irlande. Passage obligé par la boutique du club qui présente une grande variété de produits dérivés. Au prix d'un match très serré, les Hibs parviennent à arracher le point du match nul en toute fin de match dans le temps additionnel. Arthur Seat culmine à 251 mètres d'altitude et domine Holyrood Park. Si l'on souhaite avoir une vue d'ensemble d'Édimbourg, c'est la balade à faire à travers de vastes prairies vallonnées. Pour aller à Arthur Seat. Ça? Exactement. Et là, on fait la montée et on voit déjà la vue parce qu'on est déjà bien élevé. Et voilà, on voit sur le champ la plaine verte. Une randonnée assez facile, sauf les 150 derniers mètres, très abrupte. Un bout de campagne et de nature authentique, à 2 pas de l'effervescence d'Umbra.
loin du sommet d'Arthur Seat. Cet après-midi, pour notre dernier jour à Édimbourg, on a décidé avec Johanna de gravir la colline, l'ancien crag volcanique qui domine Édimbourg. C'est beau, il y a la belle lumière. On voit que le paysage il est divisé en deux, d'un côté la montagne et d'un côté la ville. Et en plus il y a la mer au fond. C'est joli. Plus on s'élève, et plus le vent se fait présent. Arthur Seat tient une place particulière dans les légendes écossaises. Un poème médiéval évoque un guerrier qui pourrait être le roi Arthur. Quelques murets écroulés représentent les restes d'un fortin de l'âge de fer. Le site est souvent mentionné comme un des sites possibles de Camelot, le château légendaire du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. On arrive enfin au sommet. Le vent a redoublé et souffle en rafale. De quoi décorner une Highland Cattle. Dernier tour en ville. On pousse jusqu'à Greyfriars, passage obligé pour les touristes qui photographient la statue de Bobby, le Skye Terrier à l'histoire incroyable. Lorsque son maître, un policier, a été enterré, le chien n'a jamais voulu s'éloigner de sa tombe. Touché par cette fidélité, une aristocrate du quartier fit ériger à la mort de Bobby une fontaine surmontée d'une statue. On fait un tour au cimetière de Greyfriars, qui a inspiré J.K. Rowling. On passe devant la tombe de John Gray. Notre voyage se termine, derniers instants édimbourgeois.
Eh bien, c'est la conclusion de notre séjour avec Johanna en Écosse. Ici à Édimbourg, à Greyfriars, dans le cimetière du même nom qui a inspiré J.K. Rowling pour la saga Harry Potter. Encore elle, une fois de plus. Alors cet après-midi, nous avons fait pas mal de choses. Hein. On a tout d'abord gravi tout à l'heure Arthur Seat, voilà. C'est-à-dire la colline volcanique qui surplombe toute la ville. Alors c'était un bon moment ça. On a vraiment beaucoup apprécié cette promenade champêtre à travers les landes et la campagne aux portes de la ville. Et puis ensuite donc nous sommes redescendus dans Old Town. Et là nous nous sommes baladés dans ce quartier de Greyfriars. Très animé, très commerçant, avec beaucoup de touristes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous terminons donc ici même, la conclusion de ce magnifique séjour de 10 jours en Écosse, à Glasgow dans un premier temps, et puis à Édimbourg aujourd'hui, et depuis 4 jours. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Johanna, particulièrement du séjour alors? Qu'est-ce que tu as préféré? Que j'ai préféré, j'ai beaucoup aimé le Britannia, visiter le bateau, les appartements, voir la mer un peu et tout. J'ai bien aimé aussi, surtout le jour quand on est allé à Glasgow, voir la campagne au-dessus de l'Écosse, là, vers les îles Skye, Mallaig et tout. Les Trossachs. Ouais. Et bien. en plus on a mangé un fish and chips, enfin en plus pour moi c'était la première fois que je pouvais en manger un, même si c'était un peu rapide parce qu'on devait prendre le car à 14h05, sinon bah, c'est trop tard pour voir Glenfinnan, et au final on a pu être pile poil. Et ouais, voir le train aussi qui a été dans Harry Potter, c'était bien. Et oui, il y a quand même beaucoup de choses liées à Harry Potter en Écosse, hein, à la fois au niveau des paysages qui ont inspiré le tournage du film, et puis donc l'histoire en elle-même écrite par J.K. Rowling avec des lieux comme notamment l'université de Glasgow que nous avons visité, que j'ai beaucoup aimé moi personnellement. Et sinon à Édimbourg, donc qu'est-ce que tu as préféré, ton top 3 en quelque sorte, si on peut dire? Donc tu as parlé du Britannia. Je pense qu'il y a Arthur Seat qu'on a fait cet après-midi aussi, pas dans l'ordre hein, forcément, mais et puis peut-être en 3, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Old Town, c'est pas mal quand même, hein, toute la partie du Royal Mill avec les artistes de rue, la cathédrale Saint-Gilles. Moi j'ai bien aimé ce qu'on a fait le premier jour en fait. Ouais. En tout cas, il faudrait sûrement une semaine supplémentaire pour voir encore tous les trésors que recèle ce beau pays. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine fois. On vous quitte, on vous laisse là, non sans vous avoir souhaité une bonne continuation, et on espère que vous aurez beaucoup aimé ce film de vacances. Bye bye. Au revoir.